Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous recevons Gabrielle qui va nous parler de son expérience de travail à temps partagé. Bonne écoute. Bonjour Gabrielle, merci d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast Changer pour mieux, qui a pour objectif de servir de source d'inspiration aux personnes en réflexion professionnelle. Et je trouvais ça intéressant de t'avoir dans le podcast parce que le précédent épisode est sur le travail à temps partagé avec la fondatrice et dirigeante de Faraglo qui est venue nous présenter ce qu'était le travail à temps partagé. Et du coup, je trouvais intéressant d'avoir aussi le regard de quelqu'un qui a expérimenté et expérimente toujours, du coup, le travail à temps partagé. Donc voilà, je trouvais intéressant de t'inviter à ce podcast pour avoir ton regard à toi, ton avis avec ton cheminement professionnel qui est toujours intéressant pour les auditeurs, qui peut servir de source d'inspiration. Et puis ensuite, ton regard sur cette modalité particulière qu'est le travail à temps partagé. Alors déjà, en quelques mots, je vais te laisser, Gabrielle, te présenter à nos auditeurs, présenter rapidement qui tu es. Donc, bonjour Sophie, Gabrielle, j'ai 57 ans, je suis actuellement en temps partagé donc chez Faraglo depuis presque un an, enfin pas tout à fait un an, donc on y reviendra après. Moi, c'est un long cheminement, mais mon âge fait aussi que j'ai cumulé un peu d'expérience, donc je peux t'expliquer un petit peu le chemin parcouru, c'est ce que tu souhaites ? Ouais. Ok, donc en fait, moi je fais partie des gens qui, à un moment de leur vie, se sont trouvés à une espèce de croisement. Et moi, c'était un burn-out. Donc en gros, ma carrière, je l'ai faite dans l'industrie, dans un grand groupe sur Valence. J'étais dans la logistique internationale. Je suis rentrée jeune, comme beaucoup de mes collègues. C'était une entreprise dans laquelle il y avait 400 salariés, je crois, quand je suis rentrée. Et puis ça fait que grimper. Donc on démarre au bas de l'échelle. Et puis on gravit des échelons. Et puis voilà. Mes enfants ont grandi, la vie continuait comme ça. Dans les faits, il n'y avait pas tellement de raisons que les choses changent, mais la vie fait que parfois les choses changent. Et en 2019, je suis tombée de vélo, mon corps a lâché et j'ai fait un méga burn-out. Quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà fait un podcast sur le burn-out. Mais je pense que c'est aussi une source d'inspiration parce qu'on en revient difficilement indemne quand même, c'est quand même quelque chose de fort. Pourquoi j'en suis arrivée là ? Il y a des tonnes de raisons, mais on ne va pas toutes les expliquer. Par contre, il y en a une qui était importante pour moi parce qu'elle est dans mon cheminement. C'est-à-dire qu'à partir des années, je ne sais pas, 2010, 2012, 2013, 2014, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu de ce qui se passait au niveau, à ce moment-là, du changement climatique, on va dire ça comme ça. Et puis, j'ai eu besoin de trouver du sens. C'est la formule consacrée. J'imagine qu'on trouve ça sur les lettres de motivation. Aujourd'hui, je cherche du sens à mon travail. En tout cas, bref, dans les faits, il y a eu un moment où il a vraiment fallu que je mette le nez, enfin, selon moi, en tout cas, dans ce qui allait nous arriver sur le coin de la figure. Et j'ai commencé en 2016-2017 à me rapprocher des mouvements citoyens de Valence, dans lesquels on parlait danger de l'IA à venir. On parlait fake news, comment les algorithmes arrivent à faire élire quelqu'un, et puis surtout le changement climatique. Donc ce truc-là m'est arrivé en 2017, et pour ne pas le citer, c'est le collectif des crapauds fous, qui est un collectif qui n'existe plus, mais en tout cas qui m'a beaucoup fait avancer. Tout ça pour dire que même si ce n'est pas la seule raison de ma dégringolade, loin de là, bien loin de là, en tout cas, moi, je commençais à être plus très alignée et forcément, ça aide pas à aller bien. Et donc, à la suite de mon burn-out, j'ai quitté cette entreprise et ce que je me suis dit, c'est que je voulais donner du sens
à ma vie. Mes enfants étaient grands, j'avais plus personne à qui faire les devoirs le soir, donc c'est le moment ou jamais, en tout cas, de rebondir. Et à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre la fac. Donc j'avais 52 ans. Je suis allée à Saint-Étienne, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire qui s'appelait ESS et développement durable, donc ESS pour économie sociale et solidaire, donc tout ce qui est lié à la citoyenneté, aux organismes locaux, au développement durable, enfin tout ce qui est porteur d'utilité sociale, on va dire ça comme ça. Et moi je me disais, si on voit qu'une nana de 52 ans est retournée à la fac, ça va faire un petit plus. Du moins c'était comme ça que je le voyais. Et en parallèle, parce que j'ai passé 2-3 années chargées, mais c'était instructif, j'ai à un moment, assez rapidement d'ailleurs, j'ai trouvé un travail dans une structure à Lyon, porteuse du label ESS, qui ouvrait des épiceries multiservices dans les villages où il n'y avait plus de commerce. Et je me suis dit, bon allez, je tente de candidater, en train ça devrait être possible, enfin bref. Et j'ai repris mon métier de base, puisqu'à la toute base, avant de rentrer dans le grand groupe où je faisais de l'export, j'avais passé un BTS, je crois que ça s'appelait à l'époque assistante de direction trilingue, où on faisait de la sténo et de la dactylo en espagnol et en anglais. Et j'ai mis ça un peu en avant en disant, voilà, l'export, pour l'instant, je le mets de côté. Par contre, reprendre un boulot d'assistante de direction que j'ai appelé par la Suisse couteau suisse, parce que quand on travaille dans une petite entreprise, on fait un peu tout. On est assistante RH, assistante compta, un peu psychologue. Et ça a été une expérience que j'ai adorée avec des gens avec qui je partageais en tout cas les valeurs qui étaient importantes pour moi. Et tout ça avait beaucoup de sens. C'était pas tous les jours facile et puis tout n'est pas toujours rose. Mais en tout cas, voilà. En parallèle, parce que encore une fois, j'ai cumulé. J'ai fait aussi parce qu'il y avait, j'ai d'autres passions dans la vie et une autre qui était importante pour moi, c'était les fleurs de bac. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que sont les fleurs de bac. Alors, un peu, mais je veux bien que tu me réexpliques. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, et puis certains de nos auditeurs peuvent ne pas connaître aussi. Bon, en gros, les fleurs de bac, sans rentrer trop dans les détails, c'est une méthode d'accompagnement qui aide à rééquilibrer les émotions un peu déstabilisées. Donc, c'est un parcours un peu long de formation avec un agrément à passer par le centre Bach, donc Édouard Bach, qui était un médecin de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, qui considérait que si on voulait soigner les gens, il fallait d'abord qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à reconnaître leurs propres émotions et qu'après, ils avaient tous les outils en main pour se guérir. Et du coup, en fait, c'est une formation qui aide justement à écouter les gens et à les aider à exprimer au mieux ce qu'ils ressentent et à leur proposer après des fleurs, des essences, pas des essences, des mélanges de fleurs qui les aident à améliorer leur état émotionnel. Et donc, ça se respire ou ça, excuse-moi, ça se respire ou ça se boit Oui, ça se boit. Ce sont des petites gouttes, des petites gouttes, ce sont des préparations qui s'avalent. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai eu mon agrément en 2022. Donc en gros, j'ai eu mon DU en 2021. Je suis rentrée dans ma structure sur Lyon en 2021 et j'ai eu mon agrément en fleurs de bac en 2022. Donc c'est un parcours un peu chargé à ce moment-là, mais j'avais besoin de ça. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre et qui a besoin de se former à plein de trucs. Donc ça m'allait bien, on va dire. Et puis voilà, et puis du coup, on est en 2024 et là, l'entreprise sur Lyon dans laquelle j'étais dépose le bilan. Alors ça aussi, c'est une expérience, je pense que tu peux raconter dans un podcast, être dans une entreprise qui se retrouve en redressement pendant plusieurs mois et puis qui un jour se retrouve devant un juge qui dit c'est terminé, demain vous n'allez pas travailler. C'est violent. C'est aussi quelque chose qui marque. Faut vraiment le vivre, ça aussi. C'est quelque chose de particulier. En plus, quand tu es attaché à l'entreprise et aux gens, c'est pas simple. Et du coup, je me suis retrouvée cette fois-ci, donc les années avaient passé, cette fois-ci j'avais 56 ans et je me suis retrouvée au chômage. Et je suis rentrée vraiment en mode panique parce que je savais que je ne pouvais pas retourner, en tout cas de plein pied comme ça dans l'export, qui était à la base mon métier quand même pendant 28 ans, pour déjà une raison simple, c'est que c'est un métier qui évolue en permanence. On est sur du juridique, du fiscal.
j'étais plus alignée. Il fallait me reformer beaucoup. Et puis, c'est quelque chose que je ne me sentais pas de faire, de me reformer sur ces aspects-là. Donc, j'ai de nouveau cherché du travail avec cette espèce de casquette de couteau suisse administratif, me disant, voilà, ça va le faire. Et ça le fait pas si facilement que ça, en fait. C'est un peu compliqué quand même de rebondir. Alors, j'avais mes fleurs de bac et du coup, j'ai monté mon auto-entreprise, j'ai essayé de développer mon activité. Ça ne suffisait pas, j'ai rajouté la transgénéalogie. Ça te parle ? C'est les histoires qui se transmettent de génération en génération, non? C'est ça? C'est quoi? C'est ça. Et ça consiste en quoi, du coup, la transgénéalogie pour nos Alors, en auditeurs? fait, c'est moi la manière dont je la pratique. Bon, je suis encore en formation. J'ai fait un premier module en 2024 et je fais un deuxième module en 2025. C'est pareil, toujours à partir d'une problématique. Ça peut être des phobies, ça peut être des troubles quelconques. Essayer de voir ce qui a amené à ça dans la généalogie, essayer de voir s'il y a des répétitions de schémas. Mais c'est aussi, en tout cas, dans la manière dont moi je le fais, aider les gens à travailler sur leur âme en les aidant aussi à aller chercher peut-être des livrets militaires qui peuvent répondre à des questionnements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le XXe siècle et les histoires que l'on peut encore plus ou moins raconter. Je ne fais pas de la généalogie au sens où je ne cherche pas mes ancêtres Robespierre ou Henri IV. C'est vraiment essayer de retrouver encore, ne serait-ce que par des biais d'articles de journaux, des choses comme ça, des actes de naissance, ce qui peut amener à construire une histoire familiale. Mais je ne suis pas psy, que ce soit en fleur de bac ou que ce soit en transgénéalogie. Je ne fais pas de la psychogénéalogie non plus. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, mais en tout cas, moi, je fais ce que j'appelle des études transgénérationnelles. Je pose les arbres et j'aide les gens à recoller des morceaux. Je dis qu'on met des lianes et des ponts entre les générations et ça raconte en général de jolies histoires. Voilà, donc j'ai fait ça aussi en 2024. Mais à un moment, il fallait quand même manger. Donc, j'ai eu quelques entretiens qui ne sont pas toujours très bien passés, mais c'est normal, c'est la vie. Et pour ne rien masquer, un de mes amis me parlait de Faraglo, mais je ne savais pas en fait. Vraiment, même si j'étais allée sur le site, j'avais du mal à comprendre cette notion de temps partagé. Mais bref, un moment, il m'a mis en relation avec Céline Magnin. On s'est rencontrés l'été dernier, à la fin de l'été dernier. Mais mon idée, quand j'ai rencontré Céline, c'était c'était la base du réseau. Je crois, enfin, on en reprendra certainement ensemble, mais je suis arrivée chez elle en lui disant, voilà, avec un CV comme le mien, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment je peux postuler? À quel endroit je peux aller? C'était vraiment, en gros, donnez-moi des trucs et astuces, quoi. C'était un peu ça. Et donc, elle m'a expliqué que c'était pas simple, que j'avais un profil, malgré tout, assez... alors, c'est pas péjoratif du tout, mais assez banal. J'arrive comme ça, ok, j'étais cadre dans l'industrie et j'arrive avec un bagage d'assistante de direction. Bon, ok. Et je crois qu'elle m'a dit que quand on déposait une offre pour ce type de poste, on pouvait recevoir jusqu'à 70 CV. Donc, forcément, ça n'aidait pas. Et puis là, elle m'a dit, mais si vous êtes prête à bosser, j'ai quelque chose pour vous. Et elle m'a envoyé pendant 1 mois et demi faire un boulot de petite main chez un de ses sociétaires, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a trouvé d'autres missions. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le temps partagé. Voilà, grosso modo. Donc, plein de choses. Il y a plein de questions qui me viennent. Je les ai notées au fur et à mesure. Parce que déjà, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est notamment au démarrage, après ton burn-out, la nécessité, mais c'est vrai que ça revient souvent quand on lit des choses sur les réflexions professionnelles, trouver du sens à ce qu'on fait, mais ce lien aussi avec le changement climatique, c'est marrant que ça ait eu un impact comme ça sur tes choix professionnels, cette question du changement climatique. Tu travaillais pourtant pas pour une industrie polluante, parce que parfois ça peut être ça, on peut se dire, oh là là, l'entreprise pour laquelle je travaille, voilà. Non, du tout. Enfin, c'était pas du tout ça le problème. C'est qu'à un moment quand même, on commence à se poser, enfin en tout cas moi je me posais des questions sur ce qui arrivait, et puis je suis juste une mère de 3 enfants et j'ai commencé à pétocher pour de vrai. Alors je pétoche encore plus 10 ans après, hein. C'est bien pire aujourd'hui. Non, ça s'est pas calmé, mais je prends des fleurs de bac, ça m'aide pour de vrai.
Mais pour le coup, non, j'ai vraiment ressenti une espèce de besoin oui, c'est affreux cette phrase, je la trouve un peu tellement galvaudée, mais de me dire, mais si je me lève le matin, j'ai besoin que ça soit pour quelque chose qui me nourrisse déjà intellectuellement, physiquement, mais surtout qui nourrisse cette envie que je pouvais avoir de me rendre utile quelque part. C'est très prétentieux de dire ça, mais il y avait un peu de ça. Encore une fois, mon burn-out ne vient pas que de là du tout. Quand on s'écroule, on tombe pour des tonnes de raisons. Mais en tout cas, parce qu'après, j'aurais pu éventuellement reprendre. Mais je me suis dit, c'est le moment ou jamais, quoi. Si je le fais pas là maintenant, si je retourne faire ce que j'ai fait toute ma vie et dans lesquelles je maîtrisais certaines choses, j'allais jamais essayer, en tout cas, de me frotter à quelque chose de nouveau. Enfin, il fallait que je prenne des risques quelque part. Oui, et en fait, j'entends la notion en fait, finalement d'impact aussi, finalement, j'aimerais avoir de l'impact sur les choses, sur peut-être le changement climatique, avoir un rôle un peu plus utile vis-à-vis de ça. C'est ça? Oui, alors, bon, changement climatique, c'est un peu vaste, c'est vraiment toute la notion de citoyenneté et tout ça, tu sais. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Pierre Rabhi et les colibris. Donc, j'imagine que tu connais, mais c'est l'histoire du petit colibri tout petit, avec son petit bec de rien du tout, qui transporte à chaque fois une goutte d'eau pour éteindre un incendie. Mais les autres se moquent de lui, mais lui, il dit, en tout cas, moi, j'aurais fait ma part. Au bout d'un moment, parfois, on se sent... je pense un colibri. Ouais, mais c'est l'idée ça fait peur, quoi. Donc, et honnêtement, moi, je crois que mon moteur, pour le coup, c'est juste que je suis maman, quoi. Vraiment, c'est parce que. Et maintenant, je suis grand-mère en plus, donc ça aide pas. Mais pour le coup, je ne peux pas rester. C'est quelque chose qui a été. Encore une fois, je ne veux pas que ça soit. Enfin, je ne veux pas me faire passer pour prétentieuse. Il fallait que j'agisse. C'est juste qu'à un moment, je ne pouvais plus me regarder dans une glace, quoi. Enfin, quelque part, il y a un peu de ça. C'est un peu ça. Et pour mener à bien toutes ces réflexions professionnelles, donc déjà un burn-out, donc déjà une première page qui se tourne avec ce choix de carrière dans l'économie sociale et solidaire, puis ce bilan ce dépôt de bilan, voilà, et la nécessité de se réinventer encore, plus beaucoup de formations qui sont parsemées de ci, de là. Quel accompagnement tu as eu? Est-ce que tu as fait ça toute seule? Comment tu as pu progresser dans ta réflexion professionnelle à travers toutes ces étapes? Alors oui, j'ai avancé toute seule, mais alors j'ai avancé toute seule, c'est-à-dire j'ai pas fait de bilan de compétences si c'est ta question, ou de professionnel du travail à ce moment-là, non. Ou des ouvrages, ou Mais par contre, pour le des coup, podcasts? comment? Ou des podcasts? Alors des podcasts, il y en a eu un paquet, puis il y en a encore beaucoup, mais d'une manière globale, il y a le Covid aussi qui est passé par là, donc ça a beaucoup aidé aussi, c'est-à-dire que voilà, les gens se posaient des questions. Il n'y avait pas que moi, j'étais pas la seule, mais je suis tombée dans justement les écrits ou les interviews de Jean-Marc Jancovici, de Stéphane Linou, des gens qui m'ont posé qui m'ont permis de me poser des questions. Ah si, un autre truc que j'ai fait, que j'ai oublié, mais à un moment j'ai fait un MOOC. Tu sais ce que c'est les MOOC? Oui. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus de l'acronyme. Massive Open, MOOC, Open, enfin bref, c'est des classes massives en ligne en fait, c'est des cours en ligne, voilà. Oui. C'est dispensé par en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'était dispensé par la fac de je sais pas où. Et donc, c'est des cours en ligne avec, en tout cas, il y avait un petit examen à la fin. Dans les faits, ça ne valorise rien sur un CV, mais pour le coup, ça nourrit beaucoup parce que c'est vraiment des pros. J'ai fait un truc sur l'économie circulaire, c'est-à-dire la notion de réemploi permanent, de recyclage, avec le fait que clairement, si on arrêtait d'acheter du neuf à Jeff Bezos, on irait mieux, quoi. C'est tout un tas de choses comme ça. Mais pour le coup, ça fait partie des choses qui m'ont nourri. Et puis ce DU à Saint-Étienne, la fac de Saint-Étienne, je me suis retrouvée, c'était quand même étonnant parce que donc j'avais, je sais plus, j'étais pas jeune, quoi. Et je crois qu'on était 35 à peu près et les âges allaient de 21 à 65 ans. Les jeunes qui étaient là étaient à la fois
extrêmement inspirés, ils avaient envie de changer les choses. En même temps, ils nous disaient, mais vous avez vu, vous, ce que vous avez fait, vous nous laissez une planète de merde, c'est à nous maintenant de réparer vos dégâts. Et en même temps, les échanges étaient toujours super intéressants, super nourris. Et puis, il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi qui, eux, étaient là justement pour leurs petits-enfants. Je me rappelle d'une dame qui disait, mais je ne peux pas regarder mes petits-enfants en face si j'essaye pas, moi, à mon niveau, de faire quelque chose. Bon, après, on va imaginer que je suis une rebelle parmi les rebelles, c'est pas le cas non plus, mais en tout cas, je crois que j'ai des peurs et du coup, ça me permet de poser des choses, quoi. Et du coup, comment tu as fait ces choix-là de formation? Comment tu as su que c'était ce DU-là qu'il fallait faire et cette formation sur les fleurs de bac qu'il fallait faire, etc. Alors, Comment tu as fait ces choix? Alors, il y a vraiment deux choses différentes. Le DU, honnêtement, c'est que j'ai cherché une formation simple qui puisse m'apporter du concret, du théorique, voilà. Pas trop loin, pas trop compliqué, parce qu'il fallait quand même que je travaille à côté, enfin bref. Et la formule DU à Saint-Étienne, sachant que j'habite Valence, c'était quand même bien. Et voilà. Les fleurs de bac, c'est complètement différent. Les fleurs de bac, je les utilise depuis que mon fils est né et aujourd'hui il a 31 ans. Le fait de me former à ça, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Mais j'ai eu un petit événement particulier je ne sais plus en quelle année, 2019, quelque chose comme ça. Et une de mes amies m'a dit, mais voilà, peut-être que c'est le moment pour toi d'aller creuser ça, parce que je faisais des flacons pour les amis, j'avais mes petits bouquins, je faisais vraiment, voilà, ma petite tambouille. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, ça vaut le coup d'aller regarder. Donc, je fais le premier niveau, je trouve ça passionnant, je trouve le deuxième niveau, je trouve ça encore plus passionnant. Et puis après, je me dis, bah, pourquoi pas mettre une carte de plus dans le panel, quoi. Oui, donc c'est finalement une idée qui a maturé pendant longtemps avant finalement de déboucher sur cette certification et cette activité fleur de bac, quoi. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est allé assez vite à partir du moment où j'ai dit que je me lançais. Alors, j'ai mis du temps pour la faire parce que justement, je n'arrivais pas à tout faire, hein. Puis j'ai été agréée en 2022, quoi. Bon, c'est un parcours long, hein. Bah, souvent, c'est ça, en fait. On long. voit, il y a une graine qui est plantée à un moment et en fait, elle ne germe pas tout de suite. Généralement, il faut attendre voilà, des conditions favorables et voilà quoi. Et une question aussi pratico-pratique. Tu as l'air très curieuse, tu as fait plein de formations, développement de compétences, etc. Comment tu allais chercher les financements? Comment tu finances ça? CPF, fonds Bien. propres, tout fonds propres? Non, alors déjà, la fac, pour le coup, c'était la fac, donc le module, il n'était pas très cher. Et puis, non, les fleurs de bac, j'ai tout financé. Même la formation que je fais en transgénéalogie, je finance tout sur mes fonds propres. Le CPF n'a pas. Si, j'ai fait marcher moi, le CPF récemment, parce que j'ai quand même beaucoup de sous dessus, parce que j'ai fait une formation pour m'aider à faire mon site internet. Donc là, j'ai utilisé le CPF, mais très récemment. Non, c'est prendre sur mes deniers et puis de voir chaque année dans quoi je peux investir un petit peu pour progresser encore, quoi. Oui, parce que ça, c'est important pour les auditeurs aussi, parce que c'est vrai que je pense un certain nombre de personnes ont envie de se former, mais voilà, ça dépend aussi du coût de la formation. C'est sûr qu'un DU, c'est peut-être plus accessible que le MBA d'une grande école de commerce, quoi. Absolument. Le choix, effectivement, tu as bien fait de le signaler. Ceci dit, en ESS, je ne sais pas ce qu'il y avait en privé dans le coin, mais moi, ça m'allait bien, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, des formations à l'ESS. Et le fait que ce soit à Saint-Étienne, c'était quand même bien, quoi. Et j'avais une autre question, et je me suis noté plein de questions avant d'aller sur le travail temps partagé. Tu vois qu'on on a d'autres choses à dire avant. Mais parmi tout ce cheminement professionnel que tu as fait, est-ce que tu as identifié des croyances limitantes sur lesquelles tu as dû travailler pour pouvoir avancer? Des croyances limitantes sur lesquelles de toute façon, oui, je pense que d'une manière globale, on manque toujours un peu de confiance en soi, clairement. Et puis, est-ce que je suis capable donc ça revient à la même chose, mais est-ce que je suis vraiment capable de retourner sur les bancs de la fac, de prendre le risque de… Il y avait des examens, hein. J'ai fait un petit, comment on appelle ça, alors c'était pas un mémoire, mais il y avait quand même un travail de fin d'année à mener qui m'a demandé beaucoup d'énergie.
Mais dans tous les parcours que je te raconte, il ne faut pas croire que j'ai fait ça les doigts dans le nez. Au contraire, il y a vraiment eu des tas et des tas de moments de découragement. Et puis, j'ai la chance d'avoir des amis très soutenants qui me disaient bah non, tu lâches pas. Je pense à un de mes amis qui, pour le DU, donc il habitait à New York à ce moment-là. Et il me disait bah, je te donne rendez-vous. Voilà, on se donne rendez-vous dans 3 semaines et je veux que tu aies avancé là-dessus parce que j'avais quand même une part de moi qui me disait mais pourquoi tu t'infliges ça? Dans les faits, mais pourquoi tu t'infliges ça? Retourne dans ton boulot, reprends plus ou moins ce que tu faisais et puis ça va le faire. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, ça allait pas le faire comme ça. Donc, il fallait que je travaille autrement. Donc, c'est surtout ça, en fait. C'est la peur de pas y arriver, la peur de lâcher en route, enfin, de me décourager. C'est ce genre de truc. Et le soutien de tes amis a été précieux oui, mes proches, mes proches et mes amis ont été très, très, très précieux. C'était nécessaire. Ça, c'est important, je pense aussi, de l'avoir en tête, de se dire que il y a des croyances limitantes sur lesquelles il faut travailler. Par exemple, oui, je suis pas assez bonne pour retourner sur le banc de l'école, etc. Des freins, enfin des choses qui vont, parfois être un peu compliquées parce que ça fait du travail en plus. Le fait d'avoir conscience que le chemin ne sera pas simple, c'est important, je pense, pour les personnes en réflexion professionnelle d'identifier les supports, les soutiens sur lesquels ils pourront compter quand ils seront dans ces phases de découragement. Parce que quand on démarre, tout est beau, tout est rose, mais après, il faut pouvoir tenir dans la longueur, comme tu dis, et arriver à s'appuyer sur un soutien familial, amical. C'est important, quoi. Donc oui, c'est ce qui ressort aussi de ce que tu dis. Tu fais bien de le signaler parce que j'y serais pas arrivée toute seule, clairement. J'y serais pas arrivée toute seule. Mais pour les deux formations, clairement, malgré l'enthousiasme que je pouvais avoir à aller à la fac ou me plonger dans mes petites fleurs et faire les exercices, franchement, c'est dur. Et c'est dur pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai un quotidien, j'ai une vie, j'ai du boulot, j'ai machin. Donc, arriver le soir et se remettre à bosser, c'est pas évident. Donc, on a vraiment besoin d'un fort soutien. Et puis, des gens qui te portent sans te juger et puis qui sont là pour te faire avancer, quoi. J'en profite pour les remercier, ils se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Et ils écouteront le podcast. Clairement, il y en a quand même quelques-unes aussi qui se reconnaîtront, mais c'est indispensable. Franchement, tu fais bien de le signaler. J'y serais pas arrivée toute seule. Mais en fait, c'est important de l'avoir en tête, je pense. Et du coup, toujours avant d'en revenir, tu vois, au travail à temps partagé, oui, est-ce que tu as identifié, parce que tu as une grosse expérience professionnelle, 28 ans, donc export international, puis ensuite assistante de direction dans l'ESS, des formations qui complètent tout ça, etc. Tu as réussi à identifier justement, avant ton rendez-vous avec Céline Magnan, les compétences transversales et les compétences transférables, justement, qui te permettent, qui t'ont permis du coup de passer de tes précédentes missions à là, du coup, du travail à temps partagé sur diverses missions. Est-ce que tu as fait ce travail-là ou pas, d'identifier des compétences qui pourraient être applicables sur d'autres missions, sur d'autres postes? Alors oui, dans tous les cas. Mais mon expérience à Lyon a été très précieuse parce que justement, j'avais été dans un cadre industriel très, très fort pendant 28 ans, pardon. Et là, je me retrouve dans une petite structure où il n'est plus du tout question d'incoterm ou même d'anglais. Je travaillais en français avec du quotidien. Et alors, outre les bases, j'en sais rien, le pack office, être en capacité d'anticiper certaines situations, j'ai compris assez vite, en tout cas en ce qui me concerne, que j'avais une capacité d'adaptation assez forte. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit plusieurs fois, ce qui fait que je l'ai pris, en tout cas, moi, je l'ai pris comme étant quelque chose une valeur, en fait, enfin une valeur, plutôt une compétence, avec derrière une notion de savoir se débrouiller, savoir faire face à des choses. Alors, c'est pour le coup, là, je dirais que c'est l'expérience qui marche. C'est se dire, je suis arrivée à 50 et quelques, j'ai déjà vécu des choses très différentes.
Donc, mine de rien, on a toujours plein de compétences qu'on ne reconnaît pas forcément du premier coup. Et ça, je crois qu'à un moment, je me suis amusée à les lister, ne serait-ce que pour les mettre dans mon CV, mais histoire de dire, bon, bah, mine de rien, oui, j'ai fait de la gestion de projet. Oui, bon, alors, j'ai jamais fait de gestion d'équipe, moi, mais pour le coup, j'ai fait du support, et j'avais une appétence aussi pour certains sujets un peu informatiques, donc ça m'a servi à Lyon, je faisais de l'outline informatique. Il y avait quand même un certain nombre de compétences que j'ai essayé de mettre en valeur. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des choses qui étaient, pour moi, un peu intangibles, qui finalement portaient un nom. Par exemple, faire de l'amélioration continue, pour moi, c'est savoir, partir d'un constat qui se dit, oh là là, ben ça, ce truc, c'est pas terrible. Et puis de se dire, si j'écris un petit process, ça va être mieux. Et de voir que dans un CV, ça s'appelle amélioration continue. Bon, ben voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup fait partout dans ma carrière et que je continue à faire aujourd'hui. Je pense que cette étape-là est importante. Et c'est vraiment aller chercher ce qu'on appelle les skills, c'est ça, hein, de se dire, OK, il y a le poste en lui-même, peut-être qu'on recherche, mais faut vraiment avoir en tête que quand on a travaillé, on sait faire énormément de choses. Et que, alors tout n'est pas parfait, on n'est pas toujours en train de réussir tout ce qu'on fait, c'est pas le propos. Mais il faut vraiment avoir en tête que, en général, quand on a bossé et qu'on arrive à 50 balais, il y a certaines choses qu'on sait faire beaucoup. Oui, parce que en effet, quand tu es allé voir Céline Magnan avec ton CV et toutes tes expériences, je pense que c'est ça peut-être que vous aviez après en tête et que vous avez mis en évidence. C'est pas tant les missions effectuées, etc. C'est finalement les compétences de la personne et se baser vraiment sur les compétences qui colleraient à un besoin d'une entreprise, quoi. Et du coup, venons-en au travail à temps partagé. C'est 3 quarts d'heure que je parle. On en est venu petit à petit, mais du coup, tu es arrivé avec une grosse expérience, des compétences transférables, transversales aussi. Donc, transférables, ça veut dire qu'ils peuvent aller sur d'autres missions que celles qui étaient ton cœur de métier et transversales, qui sont transverses à plusieurs types de missions différents. Du coup, comment ça se passe? Donc tu nous as dit, tu as commencé déjà par une petite mission, très simple, un peu reposante peut-être d'un point de vue mental en tout cas. Comment ça s'est passé? Comment là tu vis cette expérience? Quel est ton quotidien? Alors, du coup, aujourd'hui, donc Faraglo, groupement d'employeurs qui embauchent les gens en CDI pour les placer en temps partagé dans les entreprises sociétaires. Donc ça, c'est le modèle. Moi, je suis donc embauchée en CDI chez Faraglo pour l'instant pour un 20 heures. Je suis détachée dans une entreprise de Porte-les-Valences dans laquelle je fais encore assistante de direction, assistante administrative, un peu de compta, un peu de ci, un peu de ça. Et donc, je suis à 20 heures. Et ce 20 heures, il est fixe. Alors, évidemment, on n'est pas mariés, il peut se passer plein de choses, mais pour le coup, il n'y a pas de date de fin, en fait. Pour l'instant, c'est comme ça. Du coup, dans ce modèle-là, par rapport à un 35 heures, il y a encore 15 heures de libre. Et Céline et ses équipes savent que je peux me rendre disponible sur ces 15 heures, ou 12, ça dépend des périodes, enfin voilà, pour d'autres choses. Donc, en novembre, elle avait une mission d'une semaine de bricolette à faire, mais qui était vraiment importante pour une de ses sociétaires. Elle m'a appelée, donc je suis allée faire un petit travail dans une entreprise pendant les 15 heures, j'imagine, enfin le temps, voilà. En février, donc, je suis allée dépanner une autre entreprise qui était en période de recrutement et qui cherchait une personne à temps plein et qui a appelé Céline en disant « Est-ce que tu aurais quelqu'un qui pourrait me dépanner ne serait-ce que quelques heures ?» Donc, c'est comme ça que je suis allée à L'Oriole pendant… alors, au départ, ça devait être 3 semaines, un mois, et ça a mis 3 mois et demi pour mon plus grand plaisir. Et donc là, j'avais une tâche vraiment définie qui a permis à la personne qui faisait le recrutement au moins d'être soulagée d'une partie des tâches et puis le temps de recruter tranquillement, de faire un tuilage. Voilà, donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis comme à côté, j'ai toujours quand même mes fleurs de bac et mon activité, j'avoue que c'est une grande souplesse d'avoir ces temps-là et de pouvoir mener mon activité à côté.
dans mon idéal de vie aujourd'hui, donc la mission à l'Oriole s'est terminée en juin, là. Donc, j'ai de nouveau 15 heures de disponible. Pour l'instant, c'est vrai que si je peux être avec 12 heures supplémentaires, ça me suffit pour avoir un peu de temps. Moi, aujourd'hui, un 32 heures sur 4 jours me vont bien pour que je puisse mener à bien mes activités perso à côté. L'équilibre perso, travail perso, il est hyper précieux dans ce modèle-là. Oui, parce que toi, du coup, tu te projetterais comme ça à long terme avec ce système-là. Bon, j'entends que 20 heures, c'est peut-être un petit peu juste, que tu aimerais bien que ce soit un peu plus. Bah, du coup, du coup, 4 jours, en fait, finalement, de travail. Oui. Si tu avais 4 jours, tu te projetterais finalement à long terme là-dessus. Là, imaginons que ça reste 20 heures. C'est tenable pour toi dans le temps, 20 heures ou Alors, pas? très honnêtement, il faut être tout à fait transparente. J'ai le chômage qui complète. Parce qu'on est en France et que j'ai cette chance-là. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Donc, il va falloir trouver le moyen de compléter. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mais oui, moi, je me projette très, très facilement. Encore une fois, bon, la retraite, elle est pas si près que ça. Il me reste encore quelques années. Mais pour le coup, c'est un modèle qui est vraiment précieux pour moi. C'est l'idéal. Et encore une fois, quand je suis allée chez Céline, quand je suis allée voir Faraglo, je n'avais pas cette notion-là. J'y suis vraiment allée parce qu'elle voilà, elle avait pignon sur rue, qu'elle avait une bonne vue du marché de Valence. Enfin bref. Et je suis tombée dans un modèle, alors déjà un modèle qui me convient bien en termes de mon organisation, de mes desiderata, de probablement ma personnalité aussi. Et en plus, j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui, comme elle te l'a expliqué la semaine dernière, applique les valeurs de la paire d'entreprise. Donc, on est sur le soin de la planète, le soin des hommes et la redistribution des richesses. Voilà, c'est une entreprise à mission. Et ça, alors pour moi, ça a été la cerise sur le gâteau parce que j'y suis allée vraiment comme ça. Et je tombe dans une entreprise où on est bien. Dans mon modèle à moi, à 57 ans, pouvoir cumuler comme ça, alors plusieurs employeurs, organiser ma vie comme je veux dans une entreprise dont les valeurs me parlent, c'est génial. C'est l'idéal. Pour moi, c'est idéal. Ouais. Pour moi, c'est idéal. Voilà. Après, c'est vrai que c'est particulier. Ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin d'être dans une entreprise à plein temps parce que c'est comme ça. Il faut être en capacité oui, d'être assez réactif. Quand j'étais à L'Oriole, le mercredi matin, j'étais à L'Oriole, je mangeais vite fait et j'étais à Porte-les-Valences l'après-midi. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, c'est-à-dire que ça permet de pas ramollir le cerveau quelque part. Et puis, enfin, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse aussi parce qu'on mutualise les savoirs quelque part. C'est-à-dire que ce que j'apprends dans une entreprise, il m'arrive parfois de pouvoir dire à l'autre entreprise, mais tu sais, je pense que si on faisait ça, il y a plein de choses que chaque entreprise fait sans savoir forcément que ça peut être dupliqué. C'est très intéressant. C'est du partage de connaissances. C'est vraiment c'est du partage de connaissances. Et évidemment, toujours en confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne divulgue pas ce qui se passe dans une entreprise. C'est vraiment important de le signaler. Mais les trucs et astuces, voilà, une des entreprises m'avait dit, c'est un exemple comme un autre, mais est-ce que tu as déjà mis les tickets resto est-ce que tu connais ça? Je dis, bah oui, je viens de les mettre dans mon entreprise, je peux t'aider. C'est des détails, mais mine de rien, c'est de la mutualisation, quoi. Plus entre nous, parce que mine de rien, c'est pas rien enfin, j'ai des collègues Faraglo et Faraglotte avec qui on partage beaucoup. Genre, il y a des groupes Signal, pas WhatsApp, nous avons renoncé à WhatsApp. Les valeurs de Faraglo, très bien. Voilà, un groupe RH, tel sujet, est-ce que vous sauriez comment m'aider? Voilà, puis ça, c'est hyper précieux aussi. Franchement, c'est l'idéal. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait croire qu'en travail à temps partagé, on est un peu tout seul, un peu exclu parce que du coup, on ne fait pas vraiment partie de l'entreprise utilisatrice, on n'y est pas à temps plein et en même temps, on n'a pas de collègues de boulot de la part de notre entreprise employeuse et du coup, on est un peu tout seul comme un électron libre. Et toi, tu nous dis non, malgré cette forme de travail particulier, j'ai
un collectif de travail. J'ai un groupe Signal, du coup, j'ai une vie collective et dans l'entreprise utilisatrice et aussi avec les faraglos et faraglottes. Alors complètement. Maintenant, je pense que c'est vraiment la structure Faraglo qui, alors, par rapport à ça, qui met ça en place. C'est-à-dire que c'est extrêmement important pour Céline et son équipe qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe. Et je pense qu'elle en a parlé dans le podcast, mais en tout cas, tous les 3 mois, on a des formations, on a des partages, on a des séminaires. On fait vraiment partie d'un tout. Quand on arrive, il y a un vrai accueil. Donc, on est vraiment, on fait partie de Faraglo. Oui, voilà, clairement. Et en parallèle, moi, je me sens très bien avec mes collègues de Portes-les-Valences, avec qui je partage aussi des moments quand on peut, des choses quand on peut, même en étant à temps partiel. Les entreprises quand même qui font partie qui sont sociétaires sont aussi des personnes qui savent nous intégrer, qui savent c'est un modèle qui leur va aussi et du coup, on fait vraiment partie de tout. Donc après, les agendas ne sont pas toujours suffisamment longs pour être partout, mais c'est des rencontres, c'est des partages et moi, je me sens surtout pas seule. Non, mais vraiment. Hein. Et à qui tu conseillerais du coup les personnes en réflexion professionnelle, à qui tu conseillerais de tenter l'expérience travail à temps partagé, à qui tu le déconseillerais? Est-ce qu'il y a des profils où, d'après toi, enfin, de ton point de vue, ça conviendrait pas? Alors, c'est compliqué à dire. Je ne sais pas trop. Alors, il y a des gens vraiment qui ont besoin de stabilité de stabilité, de pouvoir s'installer dans une entreprise à 28-30 heures, j'en sais rien, mais en tout cas, de ne pas avoir de perturbation d'un autre modèle pour pouvoir s'en imprégner comme il faut, peut-être gravir des échelons, peut-être voilà. C'est compliqué ta question parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de recul, pas de recul, De personnes à qui ça conviendrait pas. Enfin, c'est tellement au cas par cas, ouais. Oui, mais j'essaie de balayer les profils de Faraglo. Il y a des jeunes mamans, des jeunes papas, des gens plus âgés que moi. Il y a vraiment tous les profils. Alors, franchement, je ne sais pas trop quoi te répondre. Moi, vraiment, il y a des modèles. Alors, j'ai des personnes qui, je ne sais pas comment on appelle ça, ou qui ont vraiment peur du changement. Il y a des gens qui ont besoin d'être installés. Ouais. Alors, je sais pas on comment. en connaît tous, Ouais, mais en voilà. tout cas, pour le coup, il faut avoir une capacité d'adaptation, d'arriver un matin dans une nouvelle boîte et d'avoir envie de s'impliquer avec des gens nouveaux, des nouveaux process. Moi, je trouve ça hyper moteur, mais ça peut ne pas convenir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de tester du coup et qui n'est pas forcément à Valence? Parce que c'est vrai que nous on parle de Faraglo parce qu'on est à Valence, mais les modèles sont peut-être propres à chaque entité. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de se lancer, qui se disent tiens, ça peut être un modèle intéressant? Je pense que vraiment il faut y aller. Il faut le tenter. L'idéal quand même, c'est d'avoir des projets à côté, je pense. C'est-à-dire, si jamais on n'arrive pas à avoir le temps de travail global qu'on souhaite, il faut que ce ne soit pas un frein ni financier, ni par rapport à la vie privée. Il faut alors j'essaie de reformuler du coup, mais il faut en fait tenter et en même temps, c'est que si on veut tenter le travail à temps partagé, quand même, le mieux, c'est de pas forcément viser tout de suite un temps plein, se dire bon, moi ça m'intéresse parce que j'ai aussi des projets à côté. Ça peut aussi être une solution quand on veut. On a voilà d'autres projets à côté de la vie professionnelle, peut-être un projet d'entrepreneuriat ou. C'est ça, dans tous les cas, c'est ça, c'est que ça apporte une sécurité de salarié. Et ça, c'est non négligeable. Quand tu montes ton entreprise, quand tu montes une activité, avant d'attester à temps plein, c'est quand même l'idéal d'avoir encore un pied dans le salariat. Ça, c'est quand même précieux.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça peut peut-être avoir aussi une incidence sur le choix du statut qu'on va faire. Si jamais voilà, j'ai le projet de lancer une activité et j'ai aussi quand même un travail à temps partagé, je vais peut-être pas faire le même choix de statut que si je me lance à temps plein dans une entreprise, un projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que la protection sociale, notamment, elle est pas la même quand on est en travailleur non salarié, TNS, ou quand on est assimilé salarié, et du coup, c'est pas les mêmes choix de statut. Donc, ça peut aussi influencer sur ça. Pareil, quand on est salarié, on a souvent, on a la mutuelle qui est prise, voilà, qui est prévue dans le salariat. Si on est 100% à son compte, il faut avoir nous-mêmes la mutuelle. Donc, voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être influencées par le fait d'avoir cette protection salariale de 2 jours ou 3 jours en temps de travail partagé, plus voilà, 2 jours peut-être dédiés à mon activité de coaching, fleur de bac, paysagiste ou autre. Clairement, on est plusieurs chez Paraglo à avoir des activités à côté, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Alors, encore une fois, c'est pas l'intérim, donc comme on est en CDI, c'est très, très, très sécurisant. Est-ce que tu as des regrets vis-à-vis alors de ton parcours en général? Est-ce que tu as des choses, tu te dis, tiens, j'aurais peut-être dû le faire autrement ou peut-être voilà, mieux sécuriser les choses ou mieux me renseigner ou... Alors, paradoxalement, non. Mais je pense que ça vient plus de mon caractère, c'est-à-dire que ce qui est fait est fait. Et on fait toujours ce qu'on peut au moment où on doit le faire. Donc, oui, il y a certainement des tas de choses que j'ai pas menées comme j'aurais dû ou des rendez-vous que j'ai pas pris, que j'aurais pu prendre. Enfin, mais non, je suis aujourd'hui assez contente de ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, je souhaite un burn-out à personne parce que c'est compliqué. Mais moi, ça a passé par là. J'aurais peut-être dû arrêter plus tôt. Oui, ça, peut-être que j'aurais dû arrêter mon entreprise plus tôt, mais je ne savais pas trop. Enfin bref, en tout cas, ça ne s'est pas fait, on va dire ça comme ça. Mais non, le chemin, moi, je trouve qu'il a été riche parce que même dans cette entreprise où pendant 28 ans, je ne suis pas restée, on reste jamais, enfin, on peut, mais on reste rarement au même poste. Donc, j'ai fait plein de formations, j'ai rencontré plein de gens différents, j'ai eu des postes différents. Donc, même ces 28 ans ont été nourris par beaucoup, beaucoup de choses différentes. Bon, voilà, il y a eu cette cassure et je suis repartie différemment et je suis très contente de ça aujourd'hui, hein. Et dernière chose, du coup, dernière question, ma question clé. Est-ce que tu as une ressource, une lecture, un reportage, une vidéo qui t'a inspiré, que tu aimerais partager avec les auditeurs? Si, mais il y en a tellement qu'il faut que je choisisse. C'est important de se nourrir. On peut tenter des podcasts, des conférences, des livres. Si on se trompe, c'est pas grave. Si ça nous parle pas, c'est pas grave. Mais moi, il m'est arrivé dans certains livres d'avoir une phrase qui m'a marqué à vie et qui m'a fait basculer, vers d'autres chemins. Donc, dans les faits, je pense que l'idée, c'est de se nourrir au maximum. Aujourd'hui, il y a quand même pléthore de bonnes plateformes de podcasts, de conférences. Si on n'achète pas, on va à la bibliothèque. Et puis, il y a des moments où les choses finissent par s'aligner. Il faut savoir s'écouter aussi. Il faut savoir, pour se dire, là, si j'y vais, je ne suis pas sûre que ça soit bien. Peut-être se faire confiance ou tenter. Faut tenter, faut prendre des risques. J'ai une amie qui dit la vie veut le meilleur pour nous, donc c'est pas toujours facile à entendre, mais non, mes inspirations, elles sont nombreuses et il y a tellement de domaines que là, de but en blanc comme ça, je suis coincée. Si j'en trouve une, je te dirai. Voilà, si tu en trouves une, je la mettrai en ressources du podcast. Je mettrai en description du podcast aussi les différentes plateformes de MOOC, parce qu'on a parlé de MOOC aussi pour développer ses compétences et il y en a un certain nombre. UVED, ouais, UVED, c'est l'université de Padoue. Ouais. D'accord. Parce que voilà, moi je connais France Université Numérique, et après il y a UNO aussi, il y a Coursera, mais qui est plutôt sur des MOOC payants.
EDX, qui est la plateforme originale avec Harvard et le MIT, avec un certain nombre de cours en français. Il n'y a pas que de l'anglais, mais il y a aussi beaucoup de cours en anglais pour ceux qui sont anglophones. Donc du coup, je mettrai les différentes plateformes de MOOC aussi qui peuvent servir de source d'inspiration aux auditeurs. Et puis voilà, c'était très intéressant de t'entendre, d'entendre ton parcours et tes réflexions professionnelles qui sont inspirantes et comment ça t'a amené aujourd'hui au travail à temps partagé, comment aujourd'hui ça te permet d'avoir un équilibre, notamment avec ton activité fleur de bac, comment aussi ton parcours a été aussi enrichi par diverses formations. Donc voilà, j'espère que c'est un témoignage qui pourra inspirer les auditeurs et puis leur servir aussi un petit peu de source de renseignement sur ce que c'est que le travail à temps partagé. Est-ce que tu as des choses supplémentaires à ajouter? Non, je suis surprise, ça fait 1 heure que je parle. Je ne pensais pas avoir autant de choses à dire. Tu vois, tu avais peur, hein? Oui, j'avais un peu peur, mais bon, dans les faits, non. Voilà, j'espère que mon parcours peut avoir inspiré des gens et puis certaines personnes, et il ne faut pas hésiter à reprendre ses études et à tenter des choses. Et même au-delà de 50 ans, du coup, c'est ça aussi. Largement, très clairement. Merci beaucoup, Gabrielle, pour Merci à ton toi. témoignage. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Changer pour mieux. J'espère qu'il vous aura appris ce que c'est que le travail à temps partagé et qu'il aura servi votre réflexion professionnelle. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.